Bien, merci pour votre accueil à tous et merci d'être si nombreux à manifester un intérêt pour les réflexions que je vais essayer de partager avec vous. Merci évidemment à tous nos camarades du Cercle des économistes de m'avoir invité. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs j'ai souvent été sollicité, malheureusement rarement disponible à cette époque de l'année, et donc je suis heureux que ça ait été enfin possible. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est ma démarche, ce qu'était mon intention, justement quand je me suis mis à écrire ce livre, La d'économie, pour préciser ce que j'entends par là. Dans tous mes ouvrages précédents, et depuis que j'écris des livres et que je réfléchis aux problèmes de nos sociétés, euh, sur le rapport critique, si vous voulez, à notre système économique, aux politiques économiques qui sont menées, au système capitaliste, etc. Euh, la grille de lecture, une des grilles de lecture que j'ai beaucoup explorée et que j'ai beaucoup essayé de documenter, est la grille de lecture selon laquelle le fait que nous soyons dans un système économique complètement fou, j'y reviendrai, injuste, catastrophique sur le plan écologique, le fait que les gouvernements au pouvoir mènent souvent des politiques absurdes, inefficaces, manifestement contraires à l'intérêt commun, pour ne pas dire au sens commun lui-même. Le fait que ces mêmes politiques, ces mêmes systèmes soient encensés et soutenus par toute une large fraction de l'élite universitaire, qui est censée normalement être un tout petit peu plus informée que la moyenne des politiques qui s'occupent surtout de faire carrière. Le fait, pour finir, on n'en finit jamais, mais qu'une large partie des éditorialistes, des journalistes dans les grands médias nationaux en rajoutent une couche et soutiennent les mêmes discours que ceux des économistes et des politiques, y compris quand il s'agit de soutenir des trucs qui tuent des gens, qui tuent la planète, qui foutent à plat des économies. Tout cela, évidemment, peut faire l'objet d'une première grille de lecture qui est juste et à laquelle j'ai tenté de pas mal contribuer dans d'autres ouvrages, selon laquelle tous ces gens ne sont pas fous, ils savent souvent assez bien ce qu'ils font, eux, et simplement ils défendent de la manière la plus rationnelle qui soit et de la manière aussi la plus cynique qui soit des intérêts privés particuliers, à commencer par le leur, quand il s'agit de politiques qui ne s'occupent que de leur carrière, quand il s'agit de journalistes au service d'intérêts économiques de manière assez évidente, etc., etc. Et donc, le fait que les politiques qui, quoi qu'on en dise, gouvernent toujours l'économie et n'ont jamais cessé de gouverner l'économie, peuvent en effet soutenir des systèmes nocifs et mettre en œuvre des politiques absurdes, non pas parce que, manque de bol, ils ne savaient pas que c'était absurde et que c'était pas ça qu'il fallait faire. Ils peuvent le faire aussi et souvent en sachant très bien pourquoi ils le font, parce que ça sert soit un intérêt politique immédiat ou qu'ils identifient comme tel, et surtout parce que c'est une politique de classe tout simplement, et une politique qui sert sciemment une certaine fraction de la population uniquement. Donc c'est vrai que quand seulement 5 à 10% maximum de la croissance américaine au cours des 30 dernières années, quand la croissance n'a profité qu'à 5 à 10% de la population américaine au cours des 30 dernières années, quand c'est 20 à 30% dans des pays comme la France, pour donner un autre point, c'est un peu moins grave chez nous, bien effectivement, on peut dire qu'on a manifestement des politiques qui sont dans l'intérêt d'une oligarchie particulière et que dans un certain nombre de cas, on voit bien que les discours, y compris les crises, sont instrumentalisés pour servir ces intérêts. Alors, en particulier
dans d'autres livres précédents, dont certains sont là, La dissociété, L'autre société, La grande régression, etc. Beaucoup des livres que j'ai écrits, par exemple sur la crise économique de ces dernières années, j'ai un peu théorisé un autre discours critique alternatif à celui qui avait été soutenu au tout début, disons dans les prémices du mouvement altermondialiste, hein, et qui consistait à dire que le problème venait de ce que la politique ne contrôlait plus l'économie, qu'on était désormais dans un système où l'économie, le monde économique avait pris son autonomie, et en fait que c'était l'inverse, c'était désormais ce monde économique qui dominait en fait la politique. Et finalement, les politiques pouvaient toujours discuter, faire des débats, nous proposer des programmes, etc. Tout ça servait à rien, parce qu'en réalité, ils n'avaient plus le pouvoir, ils n'avaient plus les marges de manœuvre réelles nécessaires pour faire autre chose que de la figuration et de la bataille politicienne. Ils n'avaient plus le pouvoir, ils ne gouvernaient plus l'économie. J'ai toujours, depuis très longtemps, développé une ligne d'analyse radicalement différente à celle-là, qui a consisté à considérer que l'économie n'a jamais cessé d'être sous le contrôle du politique. Jamais. Et dans l'histoire, elle n'a jamais cessé dans le contrôle politique. D'abord, c'est une réalité historique. Les marchés, par exemple, on parle de l'économie de marché, dans l'histoire, les marchés, c'est-à-dire les premiers marchés, les premières foires, les premiers endroits où on rassemble des gens pour faire du fric, pour gagner de l'argent, en généralisant l'usage de la monnaie et vendre des marchandises. Les premiers marchés n'ont pas été inventés par des marchands. Les premiers marchés dans notre histoire ont été inventés par des seigneurs et par des évêques pour favoriser, à l'entrée de leur ville, pour favoriser l'usage de la monnaie, pour pouvoir lever des impôts de manière monétaire, parce que c'était beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace, notamment pour financer les armées. Ce sont les États qui ont favorisé l'expansion de la sphère marchande et de l'usage monétaire, parce que c'était leur intérêt. Le capitalisme s'est développé à la fin du Moyen-Âge et dans la Renaissance, parce que c'était dans l'intérêt des princes. C'est l'alliance des princes qui voulaient s'émanciper, notamment du pouvoir encore prégnant des églises, et qui ont apporté leur concours aux réformes favorables au capitalisme. Donc il y a toujours eu une alliance objective, mais qui venait bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que les bourgeois, les capitalistes, les commerçants, puis plus tard et de nos jours les financiers, n'ont jamais eu de pouvoir et de capacité que celle qui leur était donnée par ceux qui ont le réel pouvoir. Et il n'est, dans un État, dans un pays, il n'est qu'un seul pouvoir effectif, un seul vrai pouvoir politique. C'est le pouvoir de celui qui a le monopole légitime, ou en tout cas légal, de l'usage de la force publique. C'est-à-dire celui qui a le pouvoir de faire la loi et de faire la réglementation. Celui qui a le pouvoir de priver de ses biens ou de faire payer une amende celui qui ne respecte pas la loi. Celui qui a le pouvoir de le mettre en prison. Donc celui qui a le pouvoir d'édicter les lois et de sanctionner les lois qui ne sont pas respectées. Donc si aujourd'hui, par exemple, la finance apparemment a tous les pouvoirs à travers la mobilité des capitaux et la possibilité d'inventer n'importe quel produit financier absolument fou et nocif, toxique, etc., c'est pas parce que ce pouvoir a été conquis de haute lutte par un calcoque au complet d'un carteron de financiers, etc. C'est parce que des politiques, les Reagan, les Thatcher, mais plus proche de nous, les Clinton, tiens, c'est un démocrate, et en Europe, des gouvernements de droite comme de gauche, et surtout d'ailleurs des gouvernements de gauche, pour la période qui nous intéresse, qui est celle de la grande libéralisation financière, c'est parce que des politiques ont fait ce choix d'un système qui donnait la liberté à la finance. Alors pourquoi j'insiste là-dessus au départ? C'est le politique qui gouverne, et si nous avons un problème de perte de contrôle, c'est que ça n'est pas que l'économie ne soit plus contrôlée par le politique, ça c'est une erreur, elle a toujours été contrôlée par le politique, mais c'est que le politique n'est pas contrôlé par les citoyens, et du coup n'est pas au service de l'intérêt commun et du bien public. Donc, une de mes thèses fondamentales est que ce que nous avons observé au cours des 30 dernières années, ce n'est pas la victoire du pouvoir de l'économie sur le politique. À quoi nous avons assisté, c'est à une privatisation de l'État
à une privatisation du politique, mais bien parce qu'une caste politique qui cherche d'abord son pouvoir et installer son pouvoir, s'est appuyée sur ses pouvoirs économiques, s'est appuyée sur le mythe justement de la politique qui ne peut plus rien faire en intensifiant la compétition mondialisée par le libre-échange et à travers la libre compétition des capitaux, c'est ce qu'on a organisé. C'est le fait que désormais, eh bien, c'est vrai que techniquement, on ne pouvait plus mener telle politique fiscale et sociale indépendante dans un pays parce que la compétition rendait cela impossible pour des raisons évidentes de compétitivité. Mais pourquoi? Parce que ces décisions ont été prises par des gouvernements. Parce que les gouvernements avaient un intérêt objectif à mettre sur le compte d'une contrainte économique insurmontable ce qui était un choix politique délibéré. Ils n'allaient pas se présenter devant leurs électeurs en leur disant, écoutez, voilà, nous avons choisi cette libéralisation parce que ça sert tels intérêts, parce que c'est en tout cas ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. On l'a fait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est impossible. Bon. Donc il y a une première grille de lecture qui n'est pas celle que je développe dans la d'économie, mais qui est une grille de lecture tout à fait pertinente et fondamentale et qui a sa part d'importance et qu'il ne faut jamais oublier pour ne pas se méprendre sur le reste de mon propos, qui est que les politiques organisent l'économie d'une nouvelle manière, qui est vraiment privative, c'est-à-dire que c'est une oligarchie qui monopolise le pouvoir et qui développe des politiques qui sont utiles uniquement à son pouvoir politique ou aux intérêts privés de cette oligarchie. Au service de cette politique, il y a des lobbies en permanence qui œuvrent et qui, en coulisses ou pas, pour promouvoir les politiques qui sont les plus favorables aux intérêts du capital, etc., et non pas de l'intérêt commun. Il y a effectivement des journalistes et des médias qui sont au service d'intérêts économiques. Il y a également des élus, etc. Tout ça est vrai, c'est une grille de lecture qui a sa part d'importance. Seulement voilà. Tout au long, moi, de mes écrits et de mes travaux, alors que je suivais cette grille de lecture, j'ai toujours été taraudé par une autre question. Et qui vient aussi, là, de mon expérience de militant et pas simplement d'universitaire qui travaille uniquement à partir de la bibliothèque, des livres et des articles qu'il lit ou qu'il écrit. Mais du fait que j'ai toujours été un militant. Et donc, par exemple, quand j'ai écrit dans des livres, la gauche au pouvoir en Europe a instrumentalisé, par exemple même a instrumentalisé la crise économique récemment pour faire croire aux gens qu'on était à l'aube d'une telle catastrophe financière, d'une faillite des États, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres politiques possibles que de pratiquer enfin la rigueur, le recul du périmètre de l'État, des services publics, etc. C'est une grille de lecture qui a été la mienne aussi hein, de la crise, et y compris des gens de gauche, des hommes de gauche. On sait bien que c'est terrible, que les ajustements sont terribles, que ça a des conséquences sociales. Mais on ne peut pas faire autrement. Du fait de la mondialisation, du fait de l'état des finances publiques, il y a des contraintes. On ne peut pas faire autrement. Il faut d'abord restaurer les comptes publics, il faut d'abord restaurer notre compétitivité, parce que si on a juste une économie à plat, pas compétitive et qu'il n'y a plus un sou dans les caisses, de toute façon, on ne pourra pas faire de politique sociale. Enfin, vous connaissez ce discours. Et j'ai toujours dit, tout ça est faux. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire absolument les politiques qu'on veut et des politiques efficaces. Donc ces gens instrumentalisent une prétendue contrainte technique, économique ou impuissance politique. Ça a été une grille de lecture. Sauf que voilà, en tant que militant, qui a toujours été présent dans le débat public depuis très très longtemps. Donc qui ont côtoyé tous les gens qui nous ont gouvernés, et en particulier ceux de gauche, qu'ils aient côtoyé plus jeunes, à l'âge moyen, à l'âge où ils étaient au pouvoir, qui est débattu avec eux dans des congrès, dans des motions, dans des sections, qui est discuté, pas en théorie, en tête à tête, de manière répétée et fréquente, en tant qu'individu qui est en permanence dans le débat public, qui fait des débats avec des gens qui ne pensent pas comme moi, avec des journalistes, avec des gens qui appartiennent à d'autres partis politiques, c'est-à-dire qui est dans le contact, dans le débat réel avec des gens réels. Je peux vous dire une chose, et qui est confortée par ailleurs par ce que nous apprennent les sciences humaines, c'est que l'expérience que l'on fait, qui est confirmée par les connaissances que nous avons, c'est que la plupart de ces gens pensent vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et qu'on ne peut pas faire l'hypothèse saugrenue que l'immense majorité des journalistes, des économistes, des professeurs d'université, des élus, de droite comme de gauche, puisqu'ils soutiennent à peu près les mêmes politiques, que l'immense majorité, que tous ces gens-là,
sont juste des valets au service du capital, sont stipendiés par les pouvoirs de l'argent pour défendre des idées débiles et défendre des intérêts privés. Parce que c'est faux. Il y en a. Il y en a. Seulement, l'immense majorité de ces gens ne sont financés par aucun intérêt économique, sont des gens qui sont entrés politiques ou qui, sincèrement, avec l'idée d'essayer de trouver des vraies solutions. Quand ils mènent une politique économique inefficace, ils croient vraiment que c'est la seule solution possible. Ils ne le font pas au nom d'un quelconque intérêt cynique, personnel ou calcul politique à trois bandes, etc. C'est qu'ils sont authentiquement convaincus, et on le voit dans le débat, dans la discussion, c'est la seule possibilité, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc je me suis dit qu'il fallait explorer sérieusement cette autre hypothèse qui ne détruit pas l'autre, qui la complète. C'est-à-dire cette autre possibilité que peut-être une large partie de nos problèmes, des dysfonctionnements de nos systèmes et des politiques venaient de ce que malheureusement l'immense majorité d'entre nous, alors pour le coup, sommes capables de croire sincèrement à des idioties, de nous engager sincèrement pour défendre quelque chose alors même que c'est absurde et que ça dessert l'intérêt commun, et voir, comme on l'a vu au pouvoir, des gens, pas seulement des économistes, mais des élus et des ministres, poursuivre très très sincèrement, en toute sincérité, au nom de l'intérêt commun, en croyant servir l'intérêt commun, des politiques qui détruisent la nation, qui détruisent la démocratie et qui détruisent leur propre économie. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est véritablement déconnant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un travail dans ce livre, d'abord qui voulait convaincre à quel point ça déconne. Alors là je peux être très rapide parce que je sais que je parle devant un public informé et convaincu. C'est à quel point il y a des choses qui relèvent de l'absurde, simplement de l'absurde. Prenons juste un exemple, parce que le livre est organisé où je décris d'abord la déconomie systémique, c'est-à-dire la déconnade, si vous voulez, du système économique, ce qu'on appelle l'économie de marché, qui ne veut rien dire. Je l'explique dans le bouquin, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le capitalisme. Voilà. Donc c'est la déconomie du système capitaliste, mais qui atteint un sommet avec le capitalisme financiarisé. Ensuite, je m'intéresse à la déconomie politique, c'est-à-dire à la déconomie des gouvernements au pouvoir confrontés à des situations de crise où il faut réagir, comme c'était le cas dans les années 30, j'en parle. Et puis, et de nos jours, depuis la crise des années 2000, comment on mène des politiques absurdes. Et ensuite, je m'intéresse à la déconomie théorique, qui est la déconomie qu'on enseigne, c'est la déconomie des profs, la déconomie des agrégés d'économie, des prix Nobel d'économie, de la théorie économique, qui est aujourd'hui constitue le mainstream, qui est enseigné de manière dominante dans les universités, et qui est un tissu de débilité, d'absurdité, de trucs complètement faux. Donc là, c'est la démarche générale. Alors, sur la première partie, je ne vais pas vous expliquer ici tous les méfaits du capitalisme financiarisé, vous les connaissez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il faut aussi insister, regarder sur la nature particulièrement absurde de la chose. Par exemple, je prends juste quelques exemples. Quel intérêt peut-il y avoir pour l'immense majorité des entrepreneurs capitalistes dans une économie de marché capitaliste? Quel intérêt peut-il y avoir pour ces gens-là à soutenir et adhérer à un système économique qui détruit la productivité du travail, qui détruit l'efficacité des entreprises, qui pénalise la croissance économique, et donc qui à l'arrivée, peut-être pas de manière juste instantanée, mais qui à l'arrivée en fait détruit la propre profitabilité de leurs affaires. Ce que je veux dire, c'est que même un entrepreneur capitaliste qui chercherait simplement le succès de son entreprise, qu'elle soit profitable et que durablement elle soit source de profit, il n'a aucune espèce d'intérêt à soutenir un système qui engendre de manière systématique tous les 4 ou 5 ans des crises majeures, des crises financières majeures qui mettent en faillite des entreprises qui ne sont absolument pas responsables de l'origine de cette crise financière, qui est capable de déclencher des récessions, qui a été capable, là par exemple dans les années 2000,
2000 de mettre à plat l'économie mondiale et singulièrement l'économie européenne, ce qui entraîne évidemment un effondrement des profits, ce qui entraîne des faillites de tout un ensemble d'entrepreneurs. Quel est l'intérêt rationnel, si vous voulez, d'un entrepreneur qui se dit « moi je veux un système et des politiques qui créent un climat favorable à mes affaires ». C'est-à-dire qu'on a atteint là un niveau d'absurdité totale, ça n'est même pas dans l'intérêt réel des producteurs. Prenons un autre exemple, dans le management. Dans ce capitalisme financiarisé, il y a une particularité, c'est que du fait qu'on a libéré totalement le pouvoir du capital à travers la libre circulation des capitaux et la libre innovation financière, et l'intensification de la concurrence, c'est vrai que quand le capital est parfaitement libre de faire ce qu'il veut et de se déplacer, eh bien, il détient exclusivement un pouvoir de chantage épouvantable sur tous les autres acteurs. Donc il peut faire chanter les travailleurs leur disant de toute façon mon capital il est là, mais demain il peut être là et me rapporter autant si ce n'est plus d'argent ailleurs. Donc maintenant je peux exiger les conditions de travail que je veux. Donc pouvoir de chantage dans l'entreprise, c'est évident. Il peut dire aux anciens entrepreneurs, aux anciens ingénieurs, directeurs qui étaient des industriels, qui cherchaient l'intérêt de l'entreprise, certes, mais à long terme, puis leur dire non, moi ce qui m'intéresse c'est le rendement financier maximum, etc. C'est pas votre politique industrielle à la mort moelle-neu à long terme. Ce que je veux c'est que ça rapporte du 15%, du 20% tout de suite parce que je peux avoir ça ailleurs. Donc pouvoir de chantage. Pouvoir de chantage sur les localités, sur les territoires, en disant bah, si vous ne faites pas la politique sociale, fiscale qui m'intéresse, de toute façon je peux aller ailleurs. Bon, alors c'est vrai qu'il y a ce pouvoir du capital qui entraîne tous ces effets avec ces méfaits. Un des méfaits évidemment les plus dramatiques, c'est que le nouveau management qui a pu être mis en place grâce à ce pouvoir dans les entreprises, dans les grandes entreprises, qui est un management par la performance individuelle, l'évaluation individuelle, les flux tendus, la réorganisation du travail de manière à exploiter au maximum les travailleurs en les plaçant en situation de stress permanent, de compétition les uns contre les autres, d'évaluation permanente, a développé un management à proprement parler criminel, c'est-à-dire un management qui tue les gens, littéralement, au sens physique du terme. Bon. Alors, c'est atroce, évidemment, cela en soi-même suffit à condamner. Mais je me situe du point de vue de la rationalité économique du capitaliste. Si en contrepartie, pardonnez-moi d'être odieux et cynique, mais puisqu'on suppose qu'ils le sont, si en contrepartie de ce management criminel, on avait globalement, du coup, un système qui, en réalité, soit durablement plus profitable à l'entreprise capitaliste et donc au capitalisme. On peut dire que ces types sont des salauds, mais au moins ils ne sont pas complètement cons, c'est-à-dire qu'il y a de la rationalité. Mais dans une large mesure, en réalité, quand on prend l'effet systémique global, c'est une folie même pour le capitalisme lui-même. Parce que du fait de ce nouveau management, on le sait maintenant, c'est documenté par des tonnes d'études de l'OIT, de la Banque mondiale, d'organismes tout à fait sérieux institutionnels et pas seulement de sociologues gauchistes. Maintenant, on sait très bien les effets, et notamment économiques, de ce management criminel. Eh bien, c'est simplement cynique de perte économique. C'est que le stress au travail représente une perte de 3 à 4, parfois 5 points dans certaines estimations de PIB d'activité par an. C'est-à-dire que ça crée un système tellement inefficace entre ce que ça coûte directement à la société, c'est-à-dire les atteintes à la santé, à la vie des gens en absentéisme, etc. Et surtout indirectement, tous les effets de démotivation, évidemment, sur le travail. Ce que ça coûte en réalité au système est incommensurable, est énorme. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs capitalistes ont fini par s'en apercevoir et on voit enfin un début de compréhension, de reconnaissance qu'une autre forme de management qui laisse plus de vraie liberté, d'autonomie et de vrai respect des travailleurs, qui partagent mieux les fruits du travail, est en réalité bien plus profitable pour l'entreprise à terme, à moyen terme, et évidemment a fortiori à long terme. Donc il y a aussi dans ce mécanisme-là quelque chose qui est absurde du point de vue même de l'intérêt systémique des acteurs et d'entrepreneurs avec certains avec lesquels je discute, qui disent non mais c'est nécessaire, à cause de la compétition on peut faire ça, etc. Et j'essaie d'expliquer à des gens qui sont manifestement de bonne foi. Je dis, mais en réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est que là, globalement, vous faites un système qui, en réalité, durablement, n'est pas compétitif. D'abord, pour une raison bien simple, c'est qu'à partir du moment où tout le monde fait ça dans le monde, quand tout le monde fait la même politique de compétitivité,
par la baisse des coûts, par la maltraitance des travailleurs, à l'arrivée, personne n'est plus compétitif. C'est le simple bon sens. Et tout ce que vous réussissez à faire, c'est à détruire votre outil de travail, vos savoir-faire industriels, et à créer une espèce de désert dans lequel il n'y aura plus aucune activité possible. Alors on pourrait dire, ça reste néanmoins rationnel pour des grands patrons de grands groupes de multinationales, parce que ici, que ça se passe bien ici, que ça détruise de l'activité définitivement ici, ils s'en foutent, parce qu'ils peuvent la faire ailleurs. Seulement, il faut bien comprendre que ça représente que moins de 2% des capitalistes. Voilà. Les 80%, ce sont des entrepreneurs de petites et de moyennes entreprises dont l'avenir est complètement dépendant du territoire économique et de l'avenir du territoire économique dans lequel ils sont. Alors que vous ayez une centaine de crétins ou de salopards du MEDEF ou du CAC 40 qui aient une rationalité réelle à défendre ce système et des politiques, ça c'est vrai. Mais ce qui est particulièrement un défi pour l'entendement et l'intelligence, c'est pourquoi les 92% restants d'entrepreneurs et de capitalistes, très souvent, soutiennent néanmoins ce système, alors que là, pour le coup, c'est vraiment pas dans leur intérêt. C'est un exemple. Quand on prend maintenant la déconomie politique, en particulier la déconomie politique européenne, à laquelle je consacre d'ailleurs un chapitre exclusif. Quand on considère les politiques qui ont été menées face à la crise européenne et qui ont été défendues par Sarkozy chez nous en France, puis ensuite par Hollande, exactement de la même manière, là aussi on tombe évidemment sur des choses qui sont d'une absurdité hallucinante. Le fait que face à la récession, on nous ait ressorti l'idée qu'il fallait retourner à l'équilibre budgétaire, par exemple. C'est un débat qu'on a eu dans les années 20, que les économistes ont eu dans les années 20, face aux difficultés de l'économie de la Grande-Bretagne, face à la grande crise qui apparaît en 1929 pour à peu près le même genre de cause que la crise contemporaine. Là encore, les folies du capitalisme et de la finance. Ce débat a déjà eu lieu. Il y avait déjà des gens à l'époque, et là, comme aujourd'hui, les élites dans les années 20, Churchill en Angleterre, Hoover et surtout son secrétaire d'État au Trésor, Mellon aux États-Unis. Tous ces gens croyaient dur comme fer que quand les choses vont mal, eh bien comme les médecins de Molière, il faut pratiquer la saignée au patient. Quand il est en pleine hémorragie, tu lui en enlèves encore un peu plus, ça ira mieux après. Et je cite d'ailleurs dans le bouquin La Déconomie un texte, une déclaration de Mellon, secrétaire au Trésor américain, qui est cité par Hoover, le président de l'époque au moment de la crise de 29, dans ses mémoires, et où Mellon dit au président, les conseils qu'il lui donne, qu'est-ce qu'il faut faire face à la crise. Il dit liquider tout, dire laisser les gens faire faillite, laisser le travail excédentaire être liquidé, enfin liquider, laisser tout disparaître, voilà, ça fera pourrir, disparaître toute la vermine, tout le truc inutile, etc. Ça va faire le ménage, et là-dessus vous allez voir, du coup ça va repartir de plus belle comme avant. C'est-à-dire il y avait une culture réelle et une croyance. Et ce brave Mellon précise, d'ailleurs le président Hoover dans sa mémoire, c'était tout sauf un sale type. Hein. C'était tout sauf un capitaliste. C'est un type qui a passé sa vie à la bienfaisance, à utiliser sa fortune pour aider les gens. C'était un brave type. C'était pas un salaud qui pensait qu'à lui. Non, il disait ça parce qu'il y croyait vraiment. Et ça correspondait à une croyance collective de beaucoup d'élites économiques et politiques. Quand ça va mal, il faut faire la saignée, il faut réduire la voilure, faire des économies, rétablir l'équilibre. Et ça va être dur, on va faire des efforts, mais après on repartira. Alors évidemment, tout ça était des tissus d'âneries économiques. Le débat va avoir lieu, il sera gagné avec les keynésiens à l'époque, les Keynes, bref. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pas qu'à l'époque où on n'avait pas encore connu de grande crise comme celle-là, et où la théorie économique n'avait pas fait les progrès qu'elle a fait depuis. C'est pas absurde et hallucinant que des politiques qui connaissaient rien à l'économie, qui n'avaient aucune formation, aient pu avoir ces idées absurdes. Mais là, très rapidement, le débat a eu lieu, il a été tranché, et dans les 2 années qui ont suivi le déclenchement de la grande crise, la quasi-totalité des gouvernements ont changé de politique. Se sont réorientés, se sont convertis à l'idée keynésienne que face à la crise, il ne faut surtout pas chercher à restaurer l'équilibre, au contraire, il faut investir, il faut soutenir, etc. Donc ils étaient quand même pas si cons que ça. Ils étaient cons au départ, mais en 18 mois, ils ont appris à comprendre qu'effectivement, il y avait une autre analyse qui était possible, etc. Nous, en 2007-2008, d'abord on est en 2007-2008,
C'est-à-dire qu'on a derrière nous 80 années d'histoire économique, d'analyse économique, où normalement cette question a été tranchée depuis belle lurette. On sait parfaitement que le déficit budgétaire en période de récession, il ne faut surtout pas chercher à le réduire, parce que si on cherche à le réduire, ça ne va pas réduire le déficit, ça va le faire gonfler. Tout le monde le sait, les économistes le savent, mais n'importe quel béotien qui a jamais étudié l'économie, et quand je dis béotien, c'est pas béotien en économie, parce qu'on peut être très cultivé ailleurs et ignorant en économie, mais n'importe quel ignorant en économie, en théorie économique, simplement qui a du bon sens, comprend bien si on est en crise et que tout le monde se met à réduire sa dépense, c'est pas ça qui va arranger les choses. Et pourquoi les gens raisonnent comme ça? Je discutais devant la réception de l'hôtel tout à l'heure, parce que la réceptionniste n'était pas là, il a fallu attendre 2 heures dans la chaleur qu'on veut bien venir nous ouvrir l'hôtel. Du coup, ça m'a permis de rencontrer un monsieur charmant, de mon âge à peu près, c'est la soixantaine, et chef d'entreprise, formation école commerciale, etc. Et qui me ressort un argument, mais moi je crois, monsieur, beaucoup à la vertu des raisonnements microéconomiques, c'est-à-dire qu'il faut partir de l'expérience réelle de l'entreprise, du raisonnement d'entreprise, c'est ça qui aide à comprendre l'économie, et souvent les politiques se trompent parce qu'ils ne raisonnent pas en entrepreneur. Alors je lui dis, bah, excusez-moi monsieur, vous allez lire mon livre, parce que justement, vous voyez, ça c'est un genre d'erreur économique fréquente, et la plupart des grandes erreurs de politique économique, elles viennent de cette erreur que vous venez de commettre. C'est-à-dire que vous croyez que le raisonnement qui est pertinent pour un entrepreneur à un niveau de base peut être pertinent quand on raisonne au niveau du système, au niveau de la nation. Eh bien non, c'est faux. La rationalité économique au niveau du consommateur individuel et de l'entrepreneur individuel, face à une situation inattendue de crise, de difficulté, évidemment, la rationalité impose de réduire les dépenses. Si ça va mal, vous avez peur de perdre votre emploi dans 6 mois, c'est pas le moment où vous allez dire, oh bah, vas-y, c'est le moment, on va relancer l'économie, je dépense. Eh non, vous faites attention, vous réduisez la voilure, vous faites ce qu'on appelle une épargne de précaution. L'entrepreneur, c'est pareil. Ça va mal, et bien, il cherche à réduire les coûts. Alors il demande à ses salariés, est-ce qu'on peut faire des économies? Bon, la mort dans l'âme, s'il n'y a plus de boulot, il va supprimer des emplois. Bah, c'est pas le moment d'augmenter les coûts, les dépenses qu'il peut reporter. Bref, c'est logique. Le problème, c'est que justement, en temps de crise, tout le monde fait ça. Et si tout le monde se met rationnellement à réduire ses dépenses, à chaque fois qu'il réduit ses dépenses, ben, il réduit les commandes qui passent aux autres, donc il réduit le travail des autres, il réduit l'activité des autres, et on enclenche comme ça un processus cumulatif de dépression qui fait qu'on s'enfonce dans une crise de plus en plus grave. Donc si maintenant vous dites, mais ça c'est rationnel, donc au niveau microéconomique, chaque acteur individuel a intérêt à faire ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un agent ou d'acteur qui raisonne au niveau macroéconomique, c'est-à-dire du point de vue des effets globaux, et qui ne se comporte pas au pouvoir comme un chef d'entreprise, comme le bon secrétaire Mellon, ou comme mon camarade d'infortune devant l'hôtel, qui dit qu'il faut appliquer au niveau politique le raisonnement est microéconomique. Eh ben non, ça n'a pas de sens. Parce que si en plus le politique il dit ah ben moi je suis une formation d'entrepreneur, donc j'ai compris que quand ça va mal, il faut réduire vos dépenses, je vais dire mais attends crétin, si toi en plus, si le seul acteur, l'État, qui a la capacité de dépenser, qui risque pas l'insolvabilité, qui a un accès illimité au crédit, qui peut même créer de la monnaie, fait comme les autres, ça va pas la tête, et bien évidemment cet acteur-là, au niveau macroéconomique, est le seul à pouvoir réagir. Mais parce qu'il raisonne à son niveau. Et bien voilà. Les élites politiques dans les années 20, elle s'appuyait sur la sagesse populaire qui dit à partir de mon expérience de boulanger, d'artisan, etc., cette sagesse-là, c'est comme ça que je dois gouverner le pays. Ben non, un pays ne se gouverne pas comme une entreprise parce que ce n'est pas une entreprise. Et donc ce qui est valable au niveau systémique ne relève pas des mêmes lois que ce qui s'applique et ce qui est valable au niveau microéconomie. Ben ça, on l'avait compris, grâce notamment à l'analyse d'économistes, grâce notamment à Keynes, qui lui l'avait notamment compris depuis longtemps grâce à Max Planck et à la physique quantique. Il avait compris qu'il y avait des lois différentes selon les niveaux d'observation. Et bien voilà que 80 années après, alors qu'on le savait, que c'était documenté, que tous les abrutis qui nous ont gouvernés en Europe au cours des 10 dernières années sortent tous des grandes écoles. Chez nous, ils sont polytechniciens, énarques, agrégés d'économie, de ceci, de cela. Donc c'est pas des idiots, c'est des gens cultivés. Ils ont la culture, ils ont suivi des cours d'économie même. Eh bien, ces gens-là, eh ben, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme si on avait effacé 80 ans d'histoire, d'accumulation d'expériences et de connaissances humaines. Ils répétaient mot pour mot exactement les mêmes âneries. Il faut réduire les déficits, etc. Là, vous êtes confronté véritablement
à un effondrement de l'entendement. Parce que moi, je les ai vus, j'ai discuté avec ces gens-là. Et je vous garantis que vous avez en face de vous, des gens qui croient vraiment, qui sont convaincus, et y compris quand ils sont bien conscients que c'est terrible, que l'austérité a des conséquences sociales graves, etc. Mais ils ne savent pas comment faire autrement. Donc un effondrement réel de l'entendement. De même, la politique de compétitivité. Quand on dit on va sortir de la crise, ça c'était la grande tarte à la crème de Macron, Hollande, au pouvoir, mais c'était la tarte à crème de Sarkozy, c'était la tarte à crème de tous les gouvernements en Europe. On nous a dit, face à la crise, c'est oui, il y a une crise, il faut lutter. Donc il faut relancer. On dit, ah, déjà, bien, vous avez compris qu'il faut faire quelque chose. Alors on va faire quoi? Ah, mais on ne peut pas dépenser plus parce que les marges de manœuvre budgétaires des États sont déjà laminées, donc on ne peut plus agir par cet instrument. Ce qui évidemment est une ânerie, parce que si la France avait investi 100 milliards d'euros en 2010 pour faire un grand plan de relance par l'investissement, on aurait évité la récession qui s'en est suivie et la stagnation, et donc on aurait évité 600 à 700 milliards d'augmentation de la dette publique. Donc le fait de ne pas avoir voulu emprunter 100 milliards en 2010 a fait qu'on a dû emprunter 700 milliards de plus dans les années qui ont suivi. Donc déjà ça c'était une stupidité. Bon, mais admettons, on va dire bon, vous avez une autre voie, une autre voie de relance de l'économie, examinons-la. C'était quoi cette autre voie de relance de l'économie? C'était la compétitivité. Il faut faire baisser les coûts des entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, et devenant plus compétitives, en parlant d'un pays où on considérait qu'effectivement il y avait un déficit de compétitivité de l'économie française par rapport à l'Allemagne, d'autres pays européens dans le monde, il faut faire baisser les coûts, et en faisant baisser les coûts, eh bien, les entreprises étant plus compétitives, elles gagneront des marchés, elles pourront donc comme ça créer de l'emploi, etc. Alors évidemment, pour baisser les coûts, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le 70% du coût c'est de la masse salariale, il faut baisser les cotisations sociales ou les salaires. Bref, il faut commencer par réduire le coût du travail, et aussi, à travers les charges sociales, eh bien, le périmètre de l'État, des services sociaux publics, etc., pour abaisser la fiscalité et les cotisations sociales. Alors, d'abord, il y a deux absurdités. La première, c'est celle de, en admettant que ça marche, qu'on arrive à améliorer la compétitivité, c'est-à-dire à faire baisser les coûts, donc les prix de vente des entreprises françaises qui exportent. Le problème, c'est que dans le même temps, toutes ces réductions de dépenses, donc de revenus injectés dans l'économie, c'est de la réduction de l'activité et de la demande, ça aggrave la récession. Donc vous avez un effet d'aggravation de la récession. Donc pour que l'autre politique soit efficace, il faut déjà qu'elle compense cet effet. C'est-à-dire qu'il faut espérer que la relance des exportations provoquée par la baisse des coûts pour les entreprises françaises exportatrices ait un effet tellement dramatique au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire énorme, sur la demande étrangère, pour que ça compense la baisse de la demande intérieure. Alors, comprenez l'absurdité du truc. En fait, on nous dit que c'est des politiques de l'offre. Mais en fait, c'est quoi? C'est une politique qui cherche à relancer la demande. Mais la demande étrangère. Donc ce qu'on appelle politique de l'offre, c'est une politique qui cherche à relancer la demande étrangère, parce qu'on comprend bien qu'il faut qu'il y ait de la demande pour nos entreprises, donc il cherche à relancer la demande étrangère en faisant comment? Eh bien en baissant tous les revenus et toutes les dépenses des agents intérieurs français, ce qui va faire s'effondrer la demande française. Et donc, figurez-vous que ça peut marcher. Ça a marché en Irlande, ça marche un petit peu en Allemagne, pourquoi? Parce qu'on a affaire à des pays dans lesquels, pour l'Irlande, 70%, plus de 70% de l'activité vient de l'exportation. Alors évidemment, si vous avez un effet récessif sur la demande intérieure, mais un vrai boom sur l'exportation, ben c'est pas grave, on peut s'y retrouver. L'Allemagne, c'est 50%. Donc elle peut essayer de jouer le coup de la compétitivité. Bon, et pour un pays comme la France, non, parce qu'on est à 25-30%. Et donc en réalité, à chaque fois que vous faites ça, eh bien vous avez c'est couru d'avance, vous avez un effet dramatique sur la demande intérieure qui est bien plus fort que l'effet sur la demande étrangère. Mais surtout, bande d'abrutis, si finalement vous dites qu'à l'arrivée, le problème c'est de créer des débouchés et donc créer de la demande pour nos entreprises, pourquoi pas passer par le biais le plus évident et le plus simple, qui est d'investir ici chez nous et en permettant aux entreprises d'avoir de la demande. Bon. Mais l'autre absurdité, c'est qu'en plus, il n'y a même pas de gain de compétitivité. Parce que, et là on retombe sur ce biais cognitif, j'applique mon raisonnement pour moi tout seul, microéconomique, à un raisonnement global, en ne tenant pas compte de ce que font les autres, parce que je suis dans un système et que les autres aussi font des choses. Exactement comme l'entrepreneur qui réduit sa dépense,
tient pas compte du fait que tous les autres font pareil et que ça va avoir un effet dramatique. Mais parce qu'il n'a pas le choix, il peut pas faire autrement. Mais le politique, lui, c'est pas un entrepreneur. Il raisonne au niveau global. Alors, au niveau global, si tous les gouvernements, et c'est ce qui s'est passé en Europe, cherchent tous à être plus compétitifs en réduisant leurs coûts, leurs dépenses, en comprimant les charges sociales, etc., ben, c'est la même histoire. À l'arrivée, personne n'est plus vraiment compétitif. Donc personne ne gagne en compétitivité. Tout le monde est plus pauvre. Et c'est comme ça que l'Europe s'est installée dans un piège total, infernal, dépressif, avec des soi-disant politiques de l'offre qui sont juste des politiques débiles de compression de l'activité sans aucune espèce de résultat possible. Sauf, et là on retrouve une certaine forme de rationalité politique de certains, sauf qu'évidemment, c'est un moyen catastrophique sur le plan économique de faire passer, sous couvert de crise financière, de situations dramatiques et qu'on ne peut pas faire autrement, de faire passer des réformes structurelles de réduction des services sociaux et publics, de transformation des assurances sociales en assurances privées, etc., que ces gouvernements étaient incapables de faire passer en dehors d'une période de crise. Et là, on retrouve ce que j'ai appelé cette instrumentalisation de la crise. Tous ces gouvernements qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a de la résistance sociale en Europe, à imposer ces soi-disant réformes structurelles, qui sont juste des régressions en temps normaux, eh bien, ont profité de la crise pour dire on va exploiter la peur, l'état de crainte, pour expliquer qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc là, on retrouve une forme de rationalité politique. Bon. Il faut que j'abrège parce que le temps passe. Et donc, j'ai pris quelques exemples sur le système, sur les politiques, pour montrer l'absurdité. Voilà. Parce que donc ce n'est pas qu'un problème, vous voyez, de domination de gens qui sont au service d'intérêts. C'est que vraiment il y a eu un effondrement de l'entendement. Les gens qui ont participé, j'en connais un de très près, aux négociations par exemple de Tsipras et la Troïka pour régler le problème de la grecque après l'arrivée de Tsipras au pouvoir en janvier 2015. Il y a eu 6 mois, comme vous savez, de négociations qui sont terminées, comme vous savez, de manière dramatique. Par le fait que 18 pays sur 19 de la zone euro se sont coalisés contre un des plus petits et des plus affaiblis et des plus appauvris par la crise des États européens pour le massacrer et le mettre devant un choix insupportable qui est la faillite et l'exclusion ou la soumission sans condition à toutes nos exigences de politique absurdes. Bon, ce qui est une catastrophe, pas seulement pour la Grèce, mais une catastrophe pour l'Europe, pour l'idée même européenne. Bon, ça s'est terminé comme ça. Il y a eu une négociation, soi-disant. Ce que des gens comme Varoufakis n'avaient pas bien compris. Alors, celui que je connais très bien, c'est pas Varoufakis, quoi que je le connaisse, mais c'est James Galbraith, l'économiste américain, fils de John Galbraith, qui fut conseiller de Kennedy, et que je connais très bien, parce qu'il vient souvent en France, et je suis son éditeur en France. Et qui se trouve être un copain universitaire, parce qu'il l'a connu aux États-Unis, Varoufakis, et Varoufakis l'a fait venir en Grèce au moment de ces négociations pour l'aider, pour servir les argumentaires, etc. Et donc il a suivi la totalité du processus. Et ce qui ressort de ce processus, donc que j'ai pu comme ça aussi comprendre d'une autre voie, plus de l'intérieur, c'est qu'en réalité, les Grecs, Varoufakis le premier, ont mis du temps à comprendre qu'en réalité, il n'y avait aucune espèce de rationalité économique dans les discussions. C'est-à-dire qu'il y avait une incapacité totale à faire entendre, à faire comprendre que la situation de la Grèce était telle que bien évidemment continuer les politiques d'austérité n'était pas une solution au problème, que continuer à exiger le paiement de la dette n'était pas une solution et ne permettrait pas davantage de permettre le paiement de la dette, ce qui tout ça est une évidence sur le plan de la rationalité économique, et ils expliquaient très bien qu'en réalité, aucune discussion raisonnable en fait n'était possible. En fait, il y avait 2 catégories d'acteurs. Il y avait les crétins purs, et là on retrouve les 2 hypothèses, les 2 grilles de lecture. Il y avait 2 catégories d'acteurs. Alors, je ne donnerai pas des noms, puis je risquerais de me tromper dans la classification. Il y avait les crétins purs, c'est ceux qui croyaient vraiment. C'est-à-dire qu'il vraiment, il y avait un bug, quoi. Il y avait un bug cérébral. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'était possible de dire qu'une dette n'allait pas être payée, quoi. Ils ne voyaient que les effets d'annonce et les effets dramatiques, aléas morales, on va dire aux gens que maintenant les dettes ne peuvent plus être payées, etc. Et ils n'arrivaient pas à comprendre que l'autre effet était évidemment encore plus grave, parce que de toute façon à l'arrivée, la dette ne serait pas payée. Donc il y avait une première catégorie, les gens qui manifestement étaient tellement formatés dans une manière de penser par leurs écoles, leurs études universitaires, le machin, qu'il y avait des trucs qu'ils ne pouvaient pas saisir.
il y avait une deuxième catégorie politique, les plus intelligents, qui eux, peut-être comprenaient, mais ce que Tsipras a mis du temps à comprendre et Varoufakis, c'est qu'ils s'en foutaient de la rationalité économique, c'était pas ça le sujet. Et que là, il y avait un vrai sujet politique. La question était de savoir, est-ce que la Grèce veut sortir de l'euro ou pas? Si la Grèce est prête à sortir de l'euro, c'est-à-dire dans son rapport de force, est disposée à nous dire si dans 48 heures, vous n'avez pas dit qu'on arrête les plans d'austérité et que vous ne voulez pas revenir là-dessus, eh bien, on sort de l'euro, c'est fini. Si Tsipras avait dit ça, ils auraient négocié. Et là, on serait revenu dans un discours sur la rationalité économique. Bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible économiquement pour la Grèce, etc. On aurait été là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs et de gouvernements qui ne voulaient pas que la Grèce sorte, parce qu'ils avaient peur de l'effet contagion sur le Portugal, puis sur l'Espagne, puis sur l'Italie, parce que ça voulait dire l'explosion du système euro qu'ils voulaient préserver à toute force. Donc la seule chose qui intéressait ces négociateurs intelligents, ces politiques, ils savaient très bien que l'austérité en période de récession, c'était débile. Mais il y avait une chose qui les préoccupait. C'est que, s'ils cédaient pour la Grèce, ils savaient qu'ils devraient rendre des comptes dans leur pays et qu'ils devraient expliquer dans d'autres pays pourquoi on imposait des politiques d'austérité alors qu'on venait de reconnaître que ce n'était pas la bonne chose. Donc ils avaient un problème politique et ils ne voulaient pas envoyer ce message-là. Ils y auraient été obligés si la Grèce avait dit on sort de l'euro. Mais à partir du moment où la Grèce n'était pas disposée à sortir de l'euro et ne voulait pas franchir ce pas-là, à ce moment-là, il n'y avait plus rien à discuter. Alors on va dire, ah, ils ont été malins et ils ont gagné. Mais là, pardon, là encore, il y a quelque chose qui relève de l'absurde. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la montée dans toute l'Europe du sentiment anti-européen. Ils ont conforté dans bien des pays européens tous les mouvements d'extrême droite nationalistes et parfois des gens qui sont d'ailleurs déjà au pouvoir et animés d'un fort sentiment anti-européen au sein même de l'Union européenne. Ils ont créé les conditions pour rendre beaucoup plus difficile la permanence et de l'euro et de l'Union européenne. En réalité, si leur souci réellement c'était de sauver le système de l'euro, qui à mon avis franchement est condamné parce qu'il est insoutenable en l'état, si rationnellement leur souci avait été de sauver le système de l'euro, ça aurait été de garder la Grèce dans l'euro en faisant ce qui était nécessaire pour que ça soit possible. Comme ça, ils auraient envoyé un message politique partout en Europe. Vous voyez, c'est possible de rester dans l'euro, même quand on est en difficulté, et on peut trouver d'autres solutions pour sortir de la crise. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, la réalité, il y a aussi une forme d'absurdité. Comme je l'ai vu d'ailleurs dans le PS français à l'époque où j'y étais, à la grande époque de la direction de Hollande au PS, ou dans le rapport à la construction européenne, là aussi, il y a réellement une forme d'absurdité. C'est-à-dire qu'il y a un discours pro-européen qui veut absolument sauver et renforcer l'Union européenne et qui manifestement ne comprend pas que la manière dont fonctionne l'euro en particulier et de la manière dont sont conçus les traités européens est un système à détruire ce système d'Union européenne. Parce que c'est un système qui est entièrement façonné pour créer un état de guerre économique généralisée entre les États européens. Et comment peut-on avoir l'idée qu'on va renforcer l'Europe politique, sociale, l'unité des peuples européens en tolérant un traité, en ratifiant des traités, y compris quand le peuple français a dit non, des traités qui sont systématiquement et structurellement organisés pour créer la guerre économique entre les États européens. Là encore, il y a des gens qui ont intérêt, ils savent ce qu'ils font. Mais il y a une masse de gens qui croient sincèrement que c'est la solution. Alors, il va falloir que je termine. Je terminerai par quelques éléments d'explication. J'ai pas été, parce que je suis bavard, donc j'ai pas développé l'autre aspect qui est important, qui est celui de la d'économie théorique. Donc dans tous les manuels d'économie, on apprend que la science économique mathématique a démontré que la loi de l'offre et de la demande de la libre concurrence réalisée sur tous les marchés permet une allocation optimale des ressources, figurez-vous, et permet le retour automatique vers l'équilibre en cas de problème. Et donc c'est le courant d'analyse économique qui est redevenu dominant. Il ne l'a pas toujours été, il avait cessé de l'être justement à partir des années 20-30, qui est redevenu dominant depuis les années 80. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que, d'abord, si c'était vrai qu'il y a une théorie économique mathématique
qui a pu apporter cette démonstration-là, bah, ce serait intéressant. Comme résultat même de théorie abstraite, ce serait intéressant. Après, on peut toujours dire que c'est abstrait, etc. Bon, très bien. Mais le pire, le plus drôle, c'est pour ça que, alors, on est dans l'absurdité. Le pire, c'est qu'en fait, l'histoire des 100 dernières années de la théorie économique, et je ne vous parle pas de la théorie économique marxiste, vraiment radicalement hétérodoxe, non, non, dans le corps de la science économique non marxiste. Voilà. La science économique anglo-saxonne, si vous voulez. Voilà. En fait, 100 ans d'histoire de cette science économique, c'est quoi? Depuis la fin du 19e siècle où a été développée la première théorie de l'équilibre général automatique des marchés grâce à la flexibilité des prix, eh bien les 100 ans qui ont suivi, c'est 100 ans dans lesquels il y a eu énormément de développement de cette science mathématique pour travailler sur ce sujet. Dans quelles conditions un système de marché parfait de concurrence peut assurer l'équilibre, assurer l'allocation efficace des ressources, etc. Et bien dans ces 100 ans de recherche, il n'y a eu que des travaux qui n'ont cessé d'apporter que des démonstrations que, il pouvait pas... d'abord, le modèle lui-même était une abstraction pure qui était irréalisable dans la réalité. Le modèle d'un simple marché parfaitement concurrentiel, etc., que c'était impossible à réaliser dans la réalité, mais que, peu importe, admettons, comme hypothèse, que même si on pouvait avoir des marchés qui soient parfaitement concurrentiels au sens de la théorie économique, eh bien, il n'y avait pas de loi de l'offre ni de loi de la demande. C'est-à-dire que l'idée simplement que l'offre est croissante en fonction du prix, la demande est décroissante en fonction du prix, il n'y a qu'à croiser les deux, on a un prix d'équilibre. Ça marche pour un seul bien quand il y a juste deux personnes qui discutent le prix du kilo de tomates dans l'épicier en bas de la rue. Dès qu'il y a un grand nombre d'acteurs, enfin plus de 2 ou 3, et qu'il y a plus qu'un seul produit et plus qu'un seul consommateur, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mathématiquement démontrer qu'il y a une loi de l'offre et de la demande, etc. Que tout ça est faux mathématiquement. C'est-à-dire que même la théorie est totalement fausse. C'est-à-dire qu'il est impossible mathématiquement de démontrer, qu'il y a un équilibre de marché, a fortiori un équilibre général des marchés. Et il y a même eu des théorèmes extraordinaires qui ont démontré qu'en admettant même que toutes les conditions totalement absurdes et abstraites soient réalisées pour que puisse exister un équilibre général de marché parfaitement concurrentiel, eh bien, dès qu'il y a le moindre choc, eh bien, à ce moment-là, on ne peut absolument plus garantir qu'il y aura un retour automatique à l'équilibre. Bref. Donc, c'est une théorie qui a elle-même démontré sa fausseté et son inanité et sa stupidité. Eh bien, néanmoins, depuis 30 ans, ça représente 80 à 90% du corpus élémentaire d'enseignement de la science économique dans les facultés de France, de Navarre et du monde entier. Et là encore, je termine là-dessus, ça n'est pas parce que ces universitaires que je côtoie et j'en connais, y compris proches, sont des gens qui tirent un quelconque profit personnel de cela, c'est que ce sont des espèces de théologiens fous, obscurantistes, qui sont dans leur monde et qui croient vraiment à leur religion économique du marché et qui croient vraiment à leur belle théorie, qui croient vraiment que c'est ça la science, c'est-à-dire qui ont déraillé intellectuellement, c'est-à-dire qui véritablement on est confronté à un phénomène d'effondrement de l'entendement et pas du tout à un phénomène de mobilisation d'intérêts cyniques. Et je termine vraiment là-dessus pour dire pourquoi c'est important, pour dire oui, c'est intéressant prendre en compte qu'il y a des choses peuvent s'expliquer aussi par la bêtise généralisée des élites, mais aussi des électeurs qui font un certain nombre de choix. Pourquoi c'est important? Et ça a une conséquence politique, et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est que moi, tout mon travail, c'est d'essayer de m'efforcer de comprendre les problèmes pour essayer d'expliquer à mes concitoyens comment, face à une société, à des systèmes dans l'impasse, eh bien, il y a d'autres politiques possibles, d'autres manières d'organiser les systèmes pour que ça se passe mieux. L'expérience de l'histoire est que jamais une société qui est dans l'impasse d'un système fou et de politique débile ne s'en sort autrement qu'à l'issue d'une grande crise, d'une guerre ou d'un désastre. Il n'est jamais arrivé que ça passe par le vote démocratique parce que tout d'un coup, il y a une masse de citoyens éclairés qui se sont mis à lire, à s'informer, à s'éduquer, à discuter ensemble, à se mobiliser et qui font que tout d'un coup, ils ont identifié, oui, il y a d'autres solutions, donc on va voter pour la meilleure solution. Ça s'est jamais pas. Je souhaite que ça se passe un jour comme ça. Ça s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Mais
finalement, il y a un désastre, il y a une guerre, il y a une grande crise, patatrac, tout s'effondre, et puis après, ben, ça liquide une partie des élites anciennes, de la classe politique. Parfois, ça arrive souvent, il y a une nouvelle génération, il y a des reconstructeurs qui tiennent compte des erreurs du passé, et qui bricolent, qui essaient de bricoler autre chose. Et le progrès peut repartir. On recommence à tenir compte des erreurs, on dit, bah, après tout, c'est ce qu'on a fait dans les années 45-50, on a commencé à essayer de faire un peu autrement que ce qu'on avait fait avant. Et donc, ben, on repense à un système économique plus coopératif, autre chose, un rôle plus équilibré entre l'État et le marché. Bon, très bien, allez-y, Coco. Bon. Et ça recommence. Seulement, c'est reparti. 30 ans après, ces reconstructeurs, ils sont morts ou ils sont à la retraite. Et il y a une nouvelle génération d'abrutis qui n'a pas connu les expériences de cela et qui nous ressort les mêmes âneries qui ont provoqué la grande crise des années 30, qui ont provoqué l'effondrement de la civilisation européenne dans les années 30. Et il y a toute une génération d'abrutis qui nous redisent les mêmes choses qu'avant, qui nous reproposent exactement les mêmes solutions, les mêmes politiques, qui redeviennent dominants, qui ont remis le système économique sur la voie de la folie totale, avec en plus cette fois-ci une perspective de destruction de l'écosystème qui est bien plus grave. Et donc ma question est la suivante. Quel est mon rôle ? Expliquer à nouveau quel est l'autre système, l'autre politique? Ça, on l'a déjà fait. C'est pas ça le problème. C'est que quand, à l'issue d'élections, je l'espère, j'y crois pas. Et pourquoi pas? J'y travaille. Mais à l'issue, je crois plus probablement d'une grande catastrophe, d'un grand effondrement économique en Europe, voire pire. Viendra cette génération des reconstructeurs. Eh bien, je crois que notre rôle, le rôle des militants aujourd'hui, parce qu'eux sont les citoyens intelligents qui s'informent, et le rôle des intellectuels qui travaillent, c'est pas seulement de désigner les bonnes réformes et les bonnes politiques, etc. Je m'en fiche. Je sais que les gens qui arriveront après seront capables de trouver des meilleures politiques et des meilleurs systèmes. Mais il y a le truc qu'ils vont oublier, qui me fait peur, fort de cette expérience et de mon travail. C'est qu'ils vont oublier de se poser la question, qu'est-ce qui nous garantit que dans les 25 ans ou les 30 ans qui viennent, on ne va pas avoir à nouveau une génération d'abrutis, c'est-à-dire pas de citoyens éclairés, mais d'abrutis qui redéferont tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ne se joue pas dans des histoires de pouvoir et d'intérêts cyniques, d'intérêts économiques, que beaucoup se joue dans la bêtise des gens, dans la bêtise des élites, dans la bêtise de ceux qui les écoutent, qui n'ont pas d'esprit critique, qui ne s'informent pas, dans la bêtise des faux citoyens qui ne se comportent pas en citoyens. Et donc si on n'inclut pas dans notre projet de réforme politique une volonté et une politique délibérée d'éducation à l'intelligence citoyenne dès la maternelle, c'est-à-dire de faire comprendre que l'intelligence n'est pas un réflexe. L'intelligence n'est pas un réflexe. Notre pensée réflexe, je l'explique aussi dans le livre, c'est une pensée de bête qui a été sélectionnée par l'évolution de l'espèce humaine pour la réussite dans la reproduction, la compétition sociale et pour la survie. Pour être intelligent, il faut faire un travail de réflexion, il faut y avoir été éduqué, il faut avoir été entraîné, il faut avoir des instituteurs et des professeurs qui expliquent aux enfants, attention, si vous ne faites pas un effort pour vous poser, pour réfléchir, pour vous déstresser, pour discuter entre vous, pour réfléchir, vous allez être des idiots. Comme moi-même, votre professeur, je suis souvent un idiot dès que je ne réfléchis pas. Si on ne met pas en garde des générations entières et qu'on ne lui apprend pas l'intelligence critique, la pratique de la discussion argumentée, parce que c'est de la discussion argumentée avec d'autres que naît l'intelligence collective. Autrement dit, si on ne fabrique pas un peuple de citoyens informés, éclairés, à l'esprit critique, qui ne s'en laisse pas compter, qui veut débattre, qui veut contrôler le politique, alors on aura œuvré pour rien. C'est-à-dire qu'éventuellement on pourra avoir un meilleur système ou de bonnes politiques à nouveau pour 20 à 25 ans. Ce sera bien pour cette génération bénie, mais ça n'aura pas fait avancer l'histoire.